Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'USB, une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Comme chaque jeudi, on va revisiter l'actualité des clubs de foot dans la région, les 3 de National, Cholet, Laval et Le Mans, mais également les 2 de Ligue 1, à savoir Angesco et le FC Nantes. Et cet après-midi, eh bien, c'est un Choletais qui vient nous voir sur le plateau d'USB, certainement le plus ligérien de tous les Maliens. J'accueille sur ce plateau Ismaël Keita, le milieu défensif du SO Cholet. Salut Isma, ça va bien? Ismaël Keita, pas Kita, hein. Rien à voir avec la famille du président de Nantes. Hein. Non. Rien à voir, on est d'accord. On me dit ça souvent, mais non. C'est vrai, en plus. Bon bah c'est bien, la blague est arrivée jusqu'à nous. On est dans le vestiaire du USB Foot, on le sait, chaque invité le jeudi doit amener un maillot. Toi t'es encore mieux, t'en as amené 2. Celui que tu portes généralement qui est derrière moi sur le terrain pour ce milieu défensif du SO Cholet. Et il y en a un autre de l'autre côté, va le chercher. Montre-le nous et explique pourquoi tu nous as amené ce maillot du FC Nantes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, on va le regarder. On s'assoit et on le regarde ensemble. Un maillot d'abord montre-le bien, de Koulibaly. Koulibaly. Khalifa Koulibaly, attaquant Du FC Nantes. Du FC Nantes et grand copain? Ouais, c'est vraiment comme un frère. C'est un maillot qu'à la base, je voulais vraiment encadrer pour moi-même. Mais bon, quand on m'invite, c'est vraiment un honneur d'être là ici. Donc je suis content. C'est gentil. Donc, j'ai ramené pour vous parce que... Ah, tu nous le laisses en plus? Parce que je pense que vous méritez, oui. Waouh, c'est très sympa à toi. En tout cas, c'est vrai que la plupart des invités, ils s'en vont avec leur maillot. Mais non, bon. non, moi je ramène ça. Et bon, très sympa. C'est avec plaisir, ouais. Il te l'a offert quand au début, à la base, justement? C'était parce qu'on rappelle, il est international malien. Oui. Comme toi, malien également. Quand est-ce qu'il te l'a offert? C'était pourquoi? À quelle occasion? Il me l'a offert parce que c'est symbolique. Moi, quand il est arrivé, il m'a demandé comment ça se passe parce que j'ai fait 4 ans quand même à Nantes. Donc, il m'a demandé et il y a un moment, il était blessé. Donc, j'étais là pour lui, tout ça. Donc, c'est un acte de confiance pour me dire que franchement, j'ai été toujours là pour lui. Donc, dédicacé par tous les joueurs du FC Nantes. Oui, je vois ça, montre bien. C'est vrai qu'il y a toutes les autographes. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi à mes yeux parce que c'est comme un frère. Donc, je suis content de l'avoir ramené ici. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Tu peux aller le ramener. C'est vrai que c'était sur son premier but, hein, le premier but avec Nantes. Avec hein. le FC Nantes, ouais. Ouais, très bien. Remets-le, mets-le bien en exposition pour bien qu'on le voit. On te remercie encore pour ce joli cadeau qui va traîner ici, évidemment, dans le vestiaire du USB Foot. On regarde ensemble, Ismaël, le programme de ce sommaire de cet après-midi avec ton portrait pour commencer. On va revenir sur ta carrière. On le rappelle, tu as 28 ans et déjà, on va dire 4-5 clubs à ton actif, ce qui n'est pas énorme. Dans les années 2010-2020. Avec également la Ligue 1 au programme, on parlera d'Angers, mais également de Nantes, qui respire avec la victoire face à Bordeaux. Et puis le National, puisque tu joues du côté du Maine-et-Loire, avec le Mans qui devrait savoir, oui, parce que 2 défaites consécutives, ça n'était pas arrivé aux Manceaux encore cette saison. On verra s'ils peuvent réagir. On reparlera bien évidemment du derby entre Laval et Cholet, avec un scénario incroyable. Allez, on est parti, mais avant cela, on va faire une petite dédicace au foot féminin. Ce jeudi soir, l'équipe de France féminine joue du côté de Laval, d'ailleurs, du stade Francis Lebassère, France-Allemagne, avec l'équipe de France, juste avant la Coupe du Monde 2019, qui aura lieu donc en France, notamment avec le stade le plus proche. Ce sera le stade du Stade Rennais, justement, qui accueillera l'équipe de France féminine. Voilà, t'es prêt, Ismaël? Oui. Allez, on est parti. Et on commence dans cette USB Foot par notre invité du jour, Ismaël Keita. On l'a dit, on va le découvrir un petit peu plus sérieusement. On va commencer par simplement sa fiche d'identité. On le disait, Ismaël Keita, il est né le 8 juillet 1990. Une date un petit peu symbolique parce que c'était la date d'un sacré match de foot, Ismaël. Ouais, finale de la Coupe du Monde 90. Finale de la Coupe du Monde, tu te rappelles? Allemagne et Argentine, on me le dit souvent. Ah, voilà, c'est sacrée coïncidence quand même. Ouais, franchement, c'est la vie comme ça. C'est la vie qui est comme ça. On l'a vu également, Ismaël, FC Nantes. Raconte-nous un petit peu, tu arrives au FC Nantes, tu as tout juste 20 ans. Ouais, j'arrive, j'ai 19 ans, parce que je suis arrivé en 2009. En 2009, donc du coup... T'es arrivé de l'académie? Ouais, l'académie Stanislas Keita. Donc franchement, tout s'est bien passé. Dès le début, j'ai eu un coach qui a été toujours là pour moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, on s'envoie des messages, c'est Eli Bob, que je remercie toujours. C'est lui qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc c'est là-bas que tout a commencé. Donc c'est vraiment symbolique même de ramener ces maillots aussi. Donc, mais oui, parce que ce maillot, c'est peut-être celui de Khalifa Koulibaly. Ouais. Mais regarde, justement, face à toi, le maillot du FC Nantes, tu l'as porté et face à des sacrés grands joueurs. Ouais. On va regarder, il y a notamment un certain Eden Hazard, il me semble bien.
Et ouais, regarde, souvenir, ça, 2010, 2011. Coupe de France. En plus, ils ont rapporté Coupe de France. Ils ont fait doubler, quoi, championnat. Ouais, avec sacrée la grosse équipe. équipe, ouais, Moussa Sow, tout ça. Ouais. Ah, Franchement, c'est vrai souvenir, ça. Et là, t'es hyper jeune, t'as 20 ans. Ouais, 20 ans. Tu découvres le foot professionnel, le haut niveau, avec des joueurs évidemment qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire du foot international. Les 4 ans, raconte-nous brièvement comment ça se passe. Il y a la Ligue 2, tu t'affirmes au fur et à mesure, et puis derrière, ça se passe un peu moins bien. C'est comme dans la vie, souvent il y a des échecs. Pour moi, c'est même pas un échec à Nantes. Ça a été une grosse réussite. un apprentissage à la base parce que j'étais venu, je connaissais pas ce monde. Donc au tout début, c'était un peu compliqué, mais après, j'ai commencé à faire des matchs souvent. Mais après, ça s'est compliqué un peu avec le coach Derzakarian qui m'a fait trop confiance. Mais ça arrive, c'est le football. Après, j'ai réussi à jouer des matchs et on est monté. Pour moi, l'objectif, c'était de monter et progresser. Et quand j'ai quitté Nantes, j'ai vu que j'avais progressé. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Il ne faut pas voir le côté négatif, il faut juste voir le côté positif. Sinon, je ne serais pas allé à Angers, quoi. Exactement, on va en parler d'Angers dans quelques instants. Juste sur Nantes, dernière chose, un joueur, une personne qui t'aura marqué à Nantes, aussi bien pour le foot, mais aussi peut-être pour la côté, qui t'a peut-être aidé. Je dirais Bruno Chéroux. Bruno Chéroux que je n'oublierai jamais parce que ça a commencé avec lui, il était vers la fin. Milieu du FC Nantes. Il me parlait, il me disait le football c'est comme ça, il faut être un leader, tu as ça en tête. Donc il faut maintenant le conserver et donner aux autres aussi. Parce qu'il m'a dit, franchement le football c'est difficile, mais il faut vraiment s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher, et justement, tu parlais que ça t'a servi, tu as progressé énormément du côté Nantes, et derrière, tu signes du côté d'Angesco, où également tu vas découvrir, un club neuf dans le milieu du foot pro, parce que ça progressait d'année en année, ils étaient remontés en Ligue 2. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Comment ça se passe pour toi ? Moi, à Angers, le contact s'est fait tranquillement, parce que dès le mois de janvier, j'avais déjà signé le premier contrat, parce que j'avais la confiance du coach Stéphane Moulin et Olivier Piquet, qui m'ont dit, nous, on voit que c'est compliqué un peu à Nantes, mais tu es un joueur qui nous intéresse. Donc du coup, moi, depuis le mois de janvier, j'avais signé là-bas un pré-contrat. Et tout s'est bien fait à Angers. Je vais là-bas encore où je monte. Donc pour moi, franchement... que tu ailles à Nantes encore ou à Angers maintenant, voilà, pareil, les retours sont bons. Voilà. Ouais. Et je remercie encore le président Franquita, qui m'avait déjà proposé 2 ans avant de partir à Angers. Mais pour moi, c'était compliqué par rapport à Derzakarian. Donc j'ai fait le choix de dire, il faut que j'aille... voir autre chose, quoi. D'accord, c'était effectivement ton choix, malgré la proposition de renouvellement de contrat du côté du FC Nantes. 3 ans à Angers, 3 ans du côté d'Angers. Et puis un départ, du coup, aussi vers la Ligue 2, vers le Paris Football Club. Ouais. C'est-à-dire que là, tu quittes la région, tu quittes quelque chose que tu connaissais assez bien, pour un club où tu ignorais presque tout ou pas ? Non, j'ignorais pas tout, parce que je connais le coach qui était là-bas, Jean-Luc Vasseur, que je connaissais par rapport à Eli Bob, tout ça. Donc, moi, à Nantes, j'avais moins de temps de jeu, je ne jouais pas, pratiquement même pas. À Angers, donc, du coup À Angers, du coup, quand on est monté en Ligue 1, et vers les 6 derniers mois, c'était un peu compliqué. Il m'a dit, viens, nous, on a un bon challenge. Et moi, j'aime bien les challenges. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais vous aller jouer que de rester en Ligue 1 et sur le banc ou même hors groupe. Donc, j'ai dit, je vais aller faire les 6 derniers mois là-bas, et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Tu prolonges pas là-bas, du côté du Paris Football Club ? Je prolonge pas là-bas parce que financièrement, j'avais d'autres propositions plus alléchantes que de rester, parce que malheureusement, on ne s'est pas maintenu. J'ai eu directement un club turc qui m'a fait une proposition. On voit bien Gaziantep. Alors nous, on ne connaît pas trop Gaziantep. Si tu nous, c'est pas du tout du côté de... C'est à 50-30 minutes de Alep, c'est pas loin. D'accord. À côté de la Syrie. À côté de la Syrie. Ouais, mais c'est sacrée expérience. Voilà, donc non, moi j'ai eu aucun problème là. Les gens, pour moi, dans le monde aujourd'hui, tout est possible, quoi. Il faut aller vivre les choses pour savoir comment ça se passe, parce que c'est facile de dire il y a ça. Mais moi, quand j'étais là-bas, c'était une belle expérience, donc j'étais content. Tu parlais au niveau de la sécurité, justement, tout était fait pour que ça se passe bien dans votre encadrement. Tout était nickel, ouais. Tout était vraiment bien. Pareil, là, tu fais une expérience de 6 mois. Pourquoi tu veux pas rester là-bas si ça se passe bien ? Pour moi, c'était compliqué aussi, parce que c'est vraiment le football qui me plaît. C'est professionnel, mais il y a un moment, j'ai été là-bas, j'ai pas eu ce que je voulais, parce que je me blessais,
j'arrivais pas à enchaîner les matchs. Donc, après, il y avait mon fils qui parlait pas la langue, c'était compliqué. Donc, ton fils de 5 ans, donc il n'y a pas d'école internationale pour les enfants là-bas. Pour l'enfant là-bas, il faut aller à Istanbul. Et moi, j'avais pas d'offre là-bas. Donc, je me suis dit, si je fais 6 mois où j'ai pas ça, je préfère revenir en France parce que j'avais des sollicitations des clubs en Ligue 2, en National. Donc, j'ai privilégié de revenir en France. Et là, tu reviens en France et tu reviens du côté du FC Cholet. Eh oui, du FC Cholet qui t'accueille. Donc, c'était quoi, en janvier 2017 Non, en novembre 2017. Ouais. Novembre 2017, oui, effectivement, il y a un an et demi, un peu moins d'un an et demi. Et donc, on te voit justement avec ce maillot du SO Cholet. Pourquoi le SO Cholet, d'ailleurs? Parce que tu disais, tu avais d'autres propositions en Ligue 2, d'autres propositions de club de national. Pourquoi Cholet? Cholet, je vais vous donner une anecdote parce que le football, il est fait comme ça. C'est incroyable ce qui m'est arrivé parce que le président Benjamin Erezoglou, il me suivait depuis Angers. Depuis en 2014, il me dit, toi, tu joueras chez moi. J'ai dit, c'est pas possible. Je suis en Ligue 2, voire en Ligue 1. Ouais. Ils étaient en CFA2. Oui. Il me dit, t'es un joueur qui me correspond. Donc, tôt ou tard, tu joueras pour moi. Je sais pas comment il a fait. Et il y a un moment, ça passe pas bien en Turquie parce que c'est un Turc, je l'ai appelé. J'ai dit, président, je suis en... T'avais gardé contact? J'avais gardé... On est resté en contact. J'ai dit, président... Franchement, c'est un peu compliqué, les clubs de Ligue 2. Vous savez comment le football, ça se passe. Il t'appelle pas. Il m'a dit, moi, t'es comme un petit, viens, t'es chez toi, j'ai un challenge pour toi. Moi, je veux monter. Et l'expérience que tu as, les projets que tu as, j'ai un bon projet pour toi. Donc, franchement, tout s'est passé comme ça, quoi. Naturellement, et ce qui explique ton retour du côté du SO Cholet et de l'ouest de la France. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup moins médiatisé, on le sait, le championnat national. On va revenir sur une de tes interviews, c'était du côté du Paris Football Club. On va écouter ensemble déjà, et puis on va reparler. On écoute. Je me lève le matin, j'ai envie de me lever sur le bras droit. Si je me lève sur le bras gauche, ma journée, c'est bizarre. Les bras droits, ça va. C'est bras gauche, soit je m'engueule, soit il y a un mauvais truc qui va m'arriver. Nantes. Mon bracelet. Le foot, c'est ma vie, je sais pas. Peut-être un aventurier. Tu t'en souviens de cette interview? Ouais, Alors, Nantes, ton club préféré quand tu étais petit, tu te lèves jamais du bras gauche? Non. Si je me lève et que je vois que je me suis levé, j'ai dit, attention, dans le vestiaire, où des fois, les mecs, ils me disent, il est fou. Mais, je sais pas. Ou dans la journée, je vais m'engueuler avec, je sais pas qui, c'est dans la rue ou avec un... C'est pas bon. Je sais pas. C'est vrai, ça fait partie de toi. Voilà. C'est pour ça, dans le lit, je préfère tout le temps être à droite. Et me lever à droite. Allez, on reparlera de ton avenir, puisqu'on a vu un petit peu le jeune passé d'Ismaël Keita sur ces images, mais on parlera évidemment de l'avenir avec toi. On va tout de suite passer à un autre chapitre de cette USB Foot. La Ligue 1. Et oui, la Ligue 1, avec tout de suite le classement de cette Ligue 1, de ce championnat, où figurent Angers et Nantes, vous le voyez. Angers en 12e position avec 33 points. Nantes en 14e position avec 30 unités au compteur. Des équipes qu'on va suivre, bien entendu. Et on va commencer tout de suite par Angesco. Angesco, nouveau mercato. Alors, ce qui est bien avec toi, Ismaël, c'est qu'on peut parler des clubs, puisque tu les as fait à 3 clubs sur 5. Voici toujours un jour à Laval ou au Mans, mais en tout cas, c'est vrai que c'était sympa de t'avoir sur ce plateau. Angers, nouveau mercato, on le dit parce que les Angevins ont pris deux joueurs vraiment pendant ce mois de janvier. Tu suis d'ailleurs un petit peu l'actualité, tu vas les voir de temps en temps. Je sais qu'il n'y a pas Djibril Diop qui est arrivé du côté d'Angers, mais alors, on va regarder, c'est surtout sur la prolongation de contrat maintenant, sur les réseaux sociaux. A priori, Christian Lopez, qui c'est je connais, qui a joué à Lens, tout ça. Exactement. Eh bien, on va regarder. Normalement, il est sur le point de prolonger. Voilà, jusqu'en 2021. Christian Lopez, qui est arrivé du Racing Club de Lens, effectivement, on voit qu'Ismaël suit bien le foot pro. Et d'ailleurs, Vincent Manceau également, le latéral. J'ai joué avec lui. Ouais. T'as joué avec lui, avec Vincent? Franchement. Voilà, il est sur le point normalement aussi de prolonger. Il mérite. Mérité, joueur de club. Constant, toujours respectueux. Ouais. Il est
Depuis que je joue avec lui, franchement, il n'a pas de problème, c'est un bon mec. Bon, toi qui as connu justement Angers aux prémices de la remontée en Ligue 1, ce club, tu le vois vraiment grandir? Oui, je le voyais, parce que quand on est arrivé, on était comme ça. Hein. Avec les vestiaires du SB Foot. Mais c'est un projet, c'est comme je viens à Cholet, pareil. Olivier Piquet me disait, t'inquiète pas, dans 2-3 ans, on va y arriver. Il croyait, et moi, ça m'a rendu encore positif de venir chez eux, parce que je voyais que tout le monde adhérait à ces projets. Et aujourd'hui, ils ont l'un des meilleurs centres de formation tout neuf, qui est vraiment professionnel. Il n'y a rien à dire. Angers, c'est une équipe qui progresse d'année à année. Tu les vois monter jusqu'où? Parce que là, depuis 5 ans, c'est la 5e année qu'ils sont en Ligue 1 et ils se construisent. Et là, on voit bien que c'est quand même devenu un peu fort là maintenant. Mais ils jouent toujours, on va dire, entre la 10 et la 15e. Est-ce que Angers peut aller plus haut dans les prochaines années? Pour moi, c'est un club déjà qui est solide. Qui est solide et ils sont humbles. Il y a l'humilité grave de chez grave. Parce que quand tu arrives, ils te disent, ouais, nous on est comme ça, on est équipe familiale. C'est comme à Cholet, quoi. C'est humilité, franchement, rien à dire. Et du coup, c'est un club pour moi, dans les années à venir, ils vont que progresser. Ils vont pas descendre comme 18e, 19e. Pour moi, c'est un club, ils recrutent, c'est malin, ce qu'ils font. Parce que, franchement, Olivier Piquet, le travail qu'il fait, c'est exceptionnel. Donc, pour moi, c'est un club qui va grandir de jour en jour. Bravo pour la transition, puisqu'on va parler du recrutement à Angers. Il y a un garçon certainement que tu connais, au moins de nom, c'est Axel Lablatinière. Eh bien oui, il est parti d'Angers. Il était arrivé en 2011 du côté d'Angesco au niveau de la cellule de recrutement. Et il a décidé donc de mettre un terme à son aventure en juillet. Donc voilà, bonne route à Axel. On ne connaît pas encore la destination. Alors, pour rien vous cacher, on l'a eu plusieurs fois au téléphone. On lui a essayé de lui demander où il allait aller. Il a des contacts avec 2-3 clubs de Ligue 2, 1 ou 2 de Ligue 1. Décision logiquement à la mi-mars pour Axel Lablatinière, qui a fait venir pas mal de joueurs du côté d'Angers. Moi. Toi? Voilà. Et ben voilà, on y arrive. Donc Axel Lablatinière, qui rejoindra certainement un autre club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Personne attachante? Ouais, très attachante. Moi, il me suivait. Il venait voir mes matchs en CFA2. Comme je n'arrivais pas à jouer en Ligue 2 souvent, il venait voir les matchs. C'est lui qui a poussé à Olivier, le coach, à dire ouais, c'est bon. Et moi, c'est comme un papa. Franchement, il a connu mes agents. Tout le monde, il a adoré, quoi. Axel Lablatinière, franchement, rien à dire. Bon, et ben voilà, on lui souhaite également bonne route et surtout qu'il nous appelle pour nous donner sa destination, comme ça on pourra en reparler sur ce plateau du SB Foot. Voilà, on a fait un petit peu le tour d'Angesco. On va passer à l'autre actualité du club de la région, il s'agit du FC Nantes. Le Yellow Bazar, oui, elle était facile avec le Yellow Park, c'était l'appellation au début de la construction du nouveau stade. Évidemment qui devait avoir lieu avec notamment Valdemar Kita associé au départ avec Johan Joubert, le promoteur de réalité. Finalement, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire. Oui, j'ai suivi. C'était en septembre 2017. Puis le projet immobilier n'a pas vu le jour. Du coup, il n'y avait que le stade qui allait se construire. Et puis finalement, il n'y avait pas eu du tout de stade. On va évidemment en reparler dans quelques instants de cette grosse actualité hors foot. Mais l'homme de ces derniers jours, il s'appelle Nicolas Pallois, du côté du sportif, du côté des Nantais. Nicolas Pallois, et oui, qui a marqué face à Bordeaux, son ancien club, l'ancien club également d'Emiliano Sala. On savait que Nicolas Pallois était le plus proche d'Emiliano. Et voilà, c'était sa semaine. Il y a quasiment 10 jours, il était à l'enterrement de son pote. Et après, il marque à la Beaujoire. C'est un beau clin d'œil quand même. Ouais, vrai bon clin d'œil parce que c'est un mec qui mérite, c'est un bosseur. Et quand tu le vois jouer, tu as envie de dire, ouais, franchement, je le vais dans mon équipe, quoi. Pallois, pour moi, c'est l'ADN de Nantes aujourd'hui. Tout ce qu'il montre, c'est incroyable. À l'image de ce but, il met tout, quoi. Il met tout et en plus, superbe but. Oui, c'est vraiment un bon mec, ça se voit. Bon, alors Nicolas Pallois, celui qui en parle le mieux en ce moment, c'est Florian Cazola, notre confrère de France Bleu Loire-Océan. On l'écoute. Ce but de Nicolas Pallois, c'est tout un symbole. D'abord parce qu'il a marqué contre son ancien club, les Girondins de Bordeaux, club avec lequel il s'était quitté un petit peu en froid avant de s'engager avec le FC Nantes. Pour le défenseur central des Canaries, c'est déjà sa 2e réalisation cette saison en Ligue 1. C'est son 5e but dans l'élite depuis le début de sa carrière. Et puis, 2e symbole, 2e clin d'œil, cette reprise de volée du gauche sur un centre de Valentin Rongier. Un vrai but
but d'attaquant comme un hommage à Emiliano Sala. Et puis, qui mieux que Nicolas Pallois pour tourner cette page très douloureuse et pour relancer une équipe qui n'avait plus gagné à la Beaujoire depuis 1 mois et demi et qui certes n'a plus rien à jouer en championnat, mais qui a encore quelque chose de très intéressant à réaliser en Coupe de France. Et oui, Florian, ce sera Nantes-Vitré du côté du stade Francis Lebasser à Laval. Ce sera le 6 mars prochain en quart de finale. On sait maintenant que Rennes, Lyon et le Paris Saint-Germain sont qualifiés pour les demi. Ismaël, on va évidemment revenir sur ce qu'on disait, sur ce dont on parlait, le stade du côté du FC Nantes. Pas de stade. Alors on va regarder les réseaux sociaux qui ont été assez dithyrambique sur cette façon de sortir de cette impasse. Énormément de posts sur les réseaux sociaux. Alors là, évidemment, il y en a un qui a mis l'image d'Emiliano Sala où il y avait le drapeau oui à la rénovation, non à la construction, évidemment, d'un côté. Et puis, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'on a décidé, du côté de la mairie de Nantes Métropole, de ne plus accorder le deuxième stade du côté du FC Nantes. Et c'est justement le carton rouge de cet USB Foot. Et oui, le carton rouge, tout simplement parce que ça fait longtemps que ça dure. Septembre 2017, ça fait 1 an et demi quasiment qu'on nous annonce un deuxième stade, que Valdemar Kita et le maire de Nantes s'étaient affichés ensemble. Finalement, ça débouche sur rien. Alors, on va justement demander à Olivier Quin, à notre confrère, ancien joueur de foot du FC Nantes notamment, de nous donner un petit peu sa version de l'actualité nantaise à chaud. On écoute Olivier Quin. Soupçon de fraude fiscale, projet du nouveau stade abandonné. Forcément que la position de Valdemar Kita à la tête du FC Nantes est fragilisée. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour vendre ? Pour ça, bien évidemment, il faut qu'il y ait des gens intéressés, puis surtout des gens avec les reins solides, avec un projet financier, bien évidemment, mais un projet sportif aussi, et c'est ça le plus compliqué. Mais je pense que oui, les joueurs de Valdemar Kita sont certainement comptés à la tête du FC Nantes. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je ne sais pas. On sait tous que sa seule idée, en tout cas la dernière, c'était ce grand stade. À partir du moment où il est abandonné, il n'a peut-être plus envie non plus de rester à la tête du FC Nantes. Maintenant, derrière, il faut se positionner. Plusieurs investisseurs, peu importe, mais avec un budget. C'est pas l'achat qui va coûter cher, c'est le fonctionnement, avec des gens qui ont des postes qui pourraient être enlevés, avec un projet sportif, donc il faut des moyens financiers. Tout ça, c'est très, très compliqué. Mais je pense que le FC Nantes est à un tournant de son histoire, en tout cas de son histoire récente. Et c'est peut-être le bon moment de se positionner. On a entendu parler de M. Joubert, par exemple. Il y en a peut-être d'autres. Si c'est le cas, positionnez-vous, faites une offre, parce que c'est très, très important. L'avenir du club est en jeu. Merci Olivier Quin. Une petite réaction, Ismaël, sur ce qui vient d'être dit, sur le fait que Valdemar Kita, que tu as bien connu aussi, n'ait pas son stade, s'il le voulait depuis son arrivée, depuis 2007. Oui, je suis un peu, mais comme j'ai dit, moi, la photo des Salah, pour moi, c'est symbolique. Moi, j'étais pour la rénovation. Après, parce que Nantes, c'est le stade, il est symbolique, quoi. La Beaujoire. La Beaujoire, les grands, c'est vraiment un truc qui nous a tous marqués. Après, comme on a vu avec l'Atlético, les nouveaux stades, on ne va pas s'en priver. Donc, pour moi, c'est... Il y en aura un autre un jour à Nantes ? Je pense parce que Nantes, c'est une grande ville de football. Et tôt ou tard, il y aura vraiment encore un stade digne de ce club. Tu connais le caractère du président Kita, tu l'as eu pendant 4 ans. Est-ce que tu penses justement que malgré le fait qu'il n'ait pas son stade, il va rester, il va s'accrocher, il veut rester ici ? C'est le mot. Le mot, il est là. C'est l'homme, quand tu le vois, il s'accroche aussi. C'est ça que j'ai aimé chez lui. C'est un mec qui bosse. Il dit jamais c'est fini. C'est jamais fini avec Kita. Donc, attention, il ne va jamais lâcher. Attention, il ne va jamais lâcher. Voilà, c'est en tout cas les mots d'Ismaël Keita. Alors, il y en a d'autres qui, évidemment, sont heureux du fait de ne pas voir de deuxième stade arriver. C'est l'association à la Nantaise qui a milité pour ne pas avoir de deuxième stade avec Valdemar Kita. On va écouter Florian Leteuf, le président de l'association à la Nantaise. Attention, c'est le tacle du jour. Ce projet, c'est la faillite de la démocratie locale, puisqu'on avait voilà, cette étrange alliance entre une majorité d'élus issus des rangs socialistes, communistes, la moitié des élus En Marche, une opposition qui se réveille au tout dernier moment. Hormis les élus écologistes et quelques électrons libres, on n'a pas beaucoup d'élus qui ont les fesses propres aujourd'hui. Et c'est ça qui nous inquiète, parce que Valdemar Kita, on le connaît.
il a porté un projet économique, c'est un acteur économique, c'est normal. Mais le fait que les élus du territoire s'impliquent dans ce projet, on ne comprend toujours pas. C'est une page qui se tourne, mais pour autant, on va continuer notre mobilisation, c'est pas du tout terminé. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver un FC Nantes digne de ce nom, digne de ses valeurs, digne de cette ville. Et voilà, le combat continue pour nous. Voilà, et les mois qui vont suivre, l'actualité nantaise sera toujours aussi chaude, puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé par dire moi je veux bien reprendre le club. On va voir s'il y aura des propositions en tout cas alléchantes. Le président Kita, via son entourage, a dit pas à moins de 100 millions d'euros le club. Ouais. Bon, après ça va peut-être calmer. Ça vaut, parce que ce qu'il a mis dans le club avant que moi j'arrive, j'entends des échos, c'est incroyable. Il a vraiment mis des sapoches même, franchement. On ne se rend pas compte souvent. Et le président, il donne tout, quoi. Il donne tout. Après, attention. Il donne tout à tous les niveaux. Effectivement, il est omniprésent sur ce club du FC Nantes. On va regarder ensemble, Ismaël, les matchs à venir du côté d'Angers et de Nantes. On va revenir à l'actualité sportive avec la réception, attention, de Monaco pour Angers. Monaco qui a changé énormément de joueurs et qui devrait donner une superbe affiche du côté du stade Raymond Kopa. Et puis le déplacement compliqué des Nantais à Guingamp. Guingamp dernier, Guingamp qui a besoin de points. Et ce sera évidemment pas simple du tout pour les Canaries. Isma, on a fini l'actualité de la Ligue 1. On passe tout de suite à celle du championnat national. C'est parti. Allez, avec le classement tout de suite pour le championnat national, on va regarder nos amis du Mans, de Laval et de Cholet, avec Le Mans 3e, Laval 4e. Et Cholet 7e, ça a reculé un petit peu du côté du classement pour nos 3 équipes. Et on va débuter tout simplement par le Mans Rodez. C'est le match du week-end. Et oui, le Mans Rodez, le Mans qui va jouer contre un de ses prétendants à la montée en Ligue 2 comme lui. Un petit mot sur les Manceaux depuis le début de la saison. Tu les as joués. Est-ce que tu les vois quand même arriver à être dans les 2, voire les 3 quand même cette saison? Pour moi, c'est une équipe qui a été régulière. À part les 2 derniers matchs, ça a été compliqué. C'est une bonne équipe qui va vers l'avant. Quand on les a joués, on n'avait rien à les envier parce qu'on a fait un bon match là-bas, franchement. Mais c'est une équipe vous faites un partout. On fait partout. Et franchement, c'est une équipe solide et ils ont tout pour aller en Ligue 2. Et pourtant, on va regarder avec les images, deuxième défaite consécutive, bizarrement. Ils avaient un calendrier entre guillemets favorable. Défaite à domicile contre Villefranche en Beaujolais et puis défaite à Tours, qui ne mettait pourtant pas un pied devant l'autre depuis quelques temps. 2-0, ils vont perdre les Manceaux sans vraiment de réaction. Alors, on a le droit, quand on est un club qui a fait quasiment 5 mois sans défaite, d'avoir un petit coup de mou. Ça arrive. Ils vont rebondir. Je pense. Mais moi, je ne l'espère pas. Parce que, non, t'es concurrent. Voilà, je joue dans ces championnats, on est tous ambitieux. Moi, aujourd'hui, j'aimerais être à la place du Mans. Et pourquoi pas dire, on a l'ambition de monter. Parce que pour moi, Cholet, c'est une équipe qui mérite, même si c'est la 2e année, mais on a un président ambitieux, on a des coachs qui sont vraiment là pour nous faire progresser, à l'image de Alain Blachon, qui est vraiment là. L'entraîneur adjoint. Adjoint qui est vraiment là. Passé par des grands clubs de Ligue 1 aussi. Voilà, donc... qui est vraiment entouré. On est une équipe qui est dans la progression. Donc aujourd'hui, on va pas dire on n'est pas ambitieux. Donc franchement, c'est bien de progresser dans la vie. De progresser, effectivement. Alors Le Mans, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont un petit peu inquiets par rapport à ces 2 défaites consécutives? Ceux qui ne sont pas inquiets, ce sont les supporters manceaux. Regardez sur les réseaux sociaux, ce qui se dit seront plus de 6 000, peut-être même 7 000. Ce sera donc, on le verra tout à l'heure, ce week-end face à Rodez. C'est sur le site du Mans, évidemment, que ça se passe. Des Manceaux qui vont devoir réagir sous peine de voir les 2 premiers s'envoler. Alors, on a posé la question à notre confrère de France 3 Men, Thierry Fourmy, qui suit les Manceaux, évidemment, pour nous. Il passe un petit message à Richard Désiré, le coach du Mans FC. On l'écoute. Il reste 11 matchs en national et le Mans FC cale au plus mauvais moment. 2 défaites de suite en championnat. Que se passe-t-il? Alors c'est vrai que le coach Richard Désiré a longtemps déclaré que l'équipe n'avait pas de marge de manœuvre. Il y a aussi ce problème récurrent au niveau offensif, mais le Mans va devoir retrouver une dynamique pour pouvoir aller chercher cette accession. Alors c'est vrai, Richard Désiré rappelle que c'est un promu, que l'équipe il y a encore 19 mois était en CFA2, mais c'est tout de même le 2e budget de national, donc des obligations.
saison et une obligation notamment d'aller jouer jusqu'à la fin de la saison cette accession en Ligue 2. Ça serait une première pour le coach Richard Désiré qui n'a jamais été confronté à ce challenge d'aller chercher une accession de nationale en Ligue 2. Donc c'est à lui d'activer, de trouver les bons ressorts, de donner confiance à ses joueurs, un véritable challenge pour relancer la dynamique. Les Manceaux auront l'avantage de recevoir leurs 2 principaux adversaires pour l'accession. Ça commence dès samedi face à Rodez. Et ensuite, il y aura ce dernier match de la saison. Ce sera à domicile face à Chambly le 17 mai prochain. Et espérons que les Manceaux seront toujours en lice, évidemment, pour aller chercher ce billet, le 3e de suite d'accession en Ligue 2. Eh bien Thierry, il devrait s'en passer des choses d'ici le mois de mai, bien évidemment. Allez, on va revenir sur un autre club. Attention, parce que si je fais tout tomber, ça y est, c'est cassé. C'est cassé, et là je vais plus pouvoir mettre du tout de son dans le studio. Voilà. Et on va passer bien évidemment maintenant à Laval. Laval, des signes positifs. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé, bien évidemment, entre Laval et Cholet. C'était vendredi dernier, on y était. Tu y étais, même si tu étais suspendu pour ce match. On rappelle encore un match de suspension. Oui. Et puis, on va voir ce qui s'est passé en images. On va simplement le commenter ensemble avec ce premier but des Lavallois. C'était en première mi-temps. Bon, ils ont dominé la première. Hein. Ouais, et puis, vous réagissez en toute fin de match. Jonathan Mexique qui marque d'une frappe détournée. On joue la 87e. 89e minute, 2-1. Pour vous, et là, tout semble être cool. Eh ben non. Dans le temps additionnel, Laval va mettre 2 buts sur coup de pied arrêté, quasiment les 2 mêmes. Hein. Ouais. Même s'il y a un du pied, un de la tête, mais c'est 2e poteau. Qu'est-ce qui se passe, honnêtement ? La victoire, elle était déjà dans les têtes ? Pour moi, c'est le football. Comme je vous dis, c'est bizarre. Le football, comme on dit, tout peut arriver. Moi, je me souviens de ce match. Ça me fait penser au match contre Manchester-Bayern. Ah oui. Où Ligue des Champions, Bayern, il perd le match. Toute proportion gardée. Hein. Voilà, c'est pas pareil. Non, mais je rigole. On prend l'exemple sur les grands, toujours. Évidemment. Donc, pour moi, c'est un truc qui peut arriver, tout ce qui peut arriver, mais il faut l'éviter. Parce que comme il a dit le coach après, on a été lucide, on sait que, franchement, on n'a pas le droit. Si on veut vraiment aller là-haut, c'est pas comme ça, il faut perdre parce que pour moi... Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se déconcentre ? On pense qu'on a gagné, qu'il reste 4 minutes à jouer ? Non, je pense que c'est un peu ça, oui ou non. Parce que je pense pas qu'on se dit c'est fini. Parce qu'un match, on le joue pour gagner. Et pour moi, c'était en deuxième mi-temps, les 15 dernières minutes. Laval, on les a même pas vus, quoi. Donc je me suis dit, c'est mérité. Et d'où ça vient ces buts, c'est coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté, pour moi, le football, c'est une arme. Mais... si on se faisait décaler, j'allais dire, franchement, ils ont fait... Oui, dans le jeu, vous n'avez pas été inférieur. Ça peut arriver, parce que c'est des détails, c'est juste des petits trucs. Peut-être que nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est peut-être qu'ils ont marqué, parce que pour marquer des buts, il faut des erreurs. Donc, la prochaine fois, on va travailler pour ne pas les refaire. Bon, désolé, mais je vais te faire un petit coup de couteau dans le ventre. Je vais te remettre les réactions, évidemment, des Lavallois, et en l'occurrence, les deux Anthony, Robic et Scaramodino. Et évidemment, foot de joie, tu penses bien, à l'issue de ce match, on les écoute. Franchement, super dénouement. Voilà, on montre que mentalement, on lâche pas et qu'on y croit jusqu'au bout et ça récompense toute l'équipe, c'est bien. On y croit toujours ? Ah bien sûr, oui, mathématiquement, c'est bien sûr qu'on y croit. On sera à 3 journées de la fin, j'aurai pas le même discours, mais bien sûr que j'y crois. Et le Mans a perdu ? De toute façon, il fallait qu'on passe par gagner nos matchs. Donc après, on fera les comptes à 2-3 journées de la fin et on verra si on a quelque chose à jouer ou pas. Évidemment qu'ils y croient à la montée. Encore Laval, puisqu'ils sont encore à 6 points. On l'a vu au classement du Mans qui est 3e et pour l'instant barragiste dans ce championnat national. En tout cas, on va demander à Gilles Damingui, notre confrère de France Bleu à Mayenne, pourquoi ce côté un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde à Laval, puisqu'ils gagnent à domicile. Ils perdent à l'extérieur généralement. Alors pourquoi ? Oui, cette équipe souffle toujours le chaud et le froid, 2 visages totalement différents selon que Laval évolue à domicile ou à l'extérieur. À domicile, une seule défaite depuis le début de la saison, mais en revanche, 2 succès seulement à l'extérieur. C'est très insuffisant lorsque l'on a des ambitions. Et puis on a beau demander au staff ou aux joueurs, aucune explication tangible n'est avancée. Et puis il y a ces fameuses fins de match depuis le début de la phase retour. Sur les 3 matchs à domicile, à chaque fois, il y a eu des buts lavallois dans les 5 dernières minutes, pas moins de 4 buts en tout. Dembélé contre Boulogne, Keita contre Drancy et enfin 2 buts contre Cholet. Cela peut montrer un certain état d'esprit. Les footballeurs lavallois ne lâchent rien. Il faudrait retrouver ces mêmes valeurs à l'extérieur. Il y a aussi cette autre stat intéressante. Lorsque le Stade lavallois ouvre le score, les tangos ne perdent jamais.
Mais tout cela suffira-t-il pour monter en Ligue 2 ? Les prochaines semaines seront capitales. Et oui, pas mal d'interrogations dans ce championnat national. Et bien maintenant, on va parler du SO Cholet. Le SO Cholet, si près, si loin. Alors, si j'ai mis ça, Ismaël, évidemment, c'est que vous étiez tellement près de la victoire et de remonter au classement et de repartir un petit peu qu'on se demande si vous n'avez pas les pieds un petit peu, les pattes un peu coupées par cet échec, ou est-ce que le groupe croit encore en cette montée en Ligue 2 ? Le groupe croit toujours parce qu'on est ambitieux, comme je vous ai dit. On est une équipe qui est jeune, on va dire ça, parce qu'on a plusieurs jeunes joueurs chez nous, mais après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas constant. On est une équipe qui peut vraiment progresser. Et là, on est en train de montrer chaque année, parce que si tu vois bien le match à Laval, ça joue à rien du tout. Ah non, ça joue à rien, non, ça c'est sûr. Donc, si on arrive à gommer tout ça, pour moi, c'est vraiment positif d'aller chercher cette montée, parce que c'est dans nos têtes. Hein. C'est comme, on ne va pas se mentir, les gens qui vont dire « ouais, il faut aller doucement ». Tout le monde y pense. Tous les 10 premiers qui sont là, ils veulent y aller. Il reste 11 matchs, c'est 33 points. Donc, et on sait que ça joue souvent en national sur la fin du championnat. C'est la fin du championnat. Ici, c'est libre. Moi, je suis là aujourd'hui à vous dire, ouais, non, on est là. Non. C'est du mensonge. Il faut être honnête, il faut être vrai. Nous, et ambitieux. Voilà, on a un coach qui nous met pas la pression, mais qui nous dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, tant qu'on peut gratter les trucs, on les gratte. Donc, pour moi, c'était la meilleure manière de le faire à Laval, mais ça ne s'est pas fait. Donc, il faut aller le faire pour le prochain match. Il y a un prochain match contre Lyon du Cher chez nous, donc on va tout faire pour gagner. Bon, très bien. Et bien on a demandé justement à ton coach, Romain Revelli, avec les départs notamment au mercato de Saint-Igny et d'Oussama Abdeljelil, si ça handicapait un petit peu le groupe choletais, et surtout si ça mettait un petit peu un frein aux ambitions. On écoute sa réponse. On n'est pas sot, on avait quand même préparé l'après. Et c'est vrai qu'on nous parle souvent de notre buteur, Oussama, on a quand même depuis marqué au moins 6 buts, je crois, en 5 matchs, on a pris 8 points. Voilà, la vie continue, on est très très content des garçons qu'on a pris, que ce soit Diallo, on a repositionné Seba dans l'axe par rapport au départ de Saint-Igny, on l'avait un peu en tête, je ne veux pas dire que c'était préparé, mais bon, on avait anticipé. Et puis on a pris Maxime Fleury qui est titulaire chez nous, qui nous fait des bons matchs, on reste, on se plaint pas, on a un effectif très beau et correct de national, donc ça va bien se passer. Donc ça va bien se passer, et ça va bien se passer sur le prochain match qu'on va voir à la fois pour Cholet. Tu le disais, on va accueillir du côté du SO Cholet Lyon du Cher. Gros match entre le 7e et le 5e. Laval va se déplacer à l'Entente Sannois-Saint-Gratien, 17e. On va voir si les Lavallois vont enfin gagner à l'extérieur. Et puis Le Mans, Rodez, on l'a dit, c'est l'affiche de ce week-end. Et ça va déterminer évidemment pas mal de choses. On a fait le tour. Quelque chose à rajouter, Ismaël, sur ce championnat national, ou on passe à autre chose ? Non, c'est bien, on a été complet ? On était complet. On a été complet. Allez, impeccable. J'ai la petite truc en main. C'est la dernière fois. C'est bon, tes oreilles vont être tranquilles. On va tout de suite passer au quiz de Boulez. Le quiz, je sais pas, Ismaël, si t'es au courant. On est par là. Regarde. On est par là, ça y est. C'est la question de fin pour cette USB Foot. Tu vas nous choisir un placard derrière toi et tu vas choisir aussi un maillot à l'intérieur de ce placard. Et de ce maillot, découlera une question pour ta culture générale footballistique. Allez, choisis-nous le placard, s'il te plaît. La 2. Celui qui est derrière toi. Ouais. Alors, il y en a combien de maillots ? Il y a 2 maillots. Bon. Je prends FC Nantes. FC Nantes. Ouais. Allez, le FC Nantes, alors qu'il y a celui de Khalifa Koulibaly. Tu peux te rasseoir le temps de bien réfléchir avec là. Garde-le avec toi, tu te rassois. On va te poser justement la question. Toi, qui a été bercé par le FC Nantes, visiblement. En quelle année a été inauguré ce fameux stade de la Beaujoire ? Réponse A, 1982. Réponse B, 1984. Réponse C, 1986. Réfléchis bien, tu as quelques secondes. Et je peux te rappeler les dates si tu veux. Non, je pense que c'est en 1982, je crois. Réponse A ? Oui. Eh non, c'était 1984 l'arrivée au stade de la Beaujoire avec les Nantais qui sont partis de Marcel Sopin. Le premier match, d'ailleurs, on se souvient tous de la victoire de l'équipe de France lors de l'Euro 84, le 5-0 face à la Belgique. Mais le tout premier match amical, c'était face à une équipe de Roumanie. Et les Nantais avaient perdu, ils étaient opposés à cette équipe de Roumanie, ils avaient perdu 1-0. Allez, c'est pas grave, tu peux venir me rejoindre quand même, Ismaël, avec... décidément, elle arrête pas de tomber, on va mettre le maillot comme ça. Et on finit toujours en Mister Ismaël Keita, ici sur USB Foot, par un coup de cœur.
Et le coup de cœur, eh bien, il va être, regarde, pour les Nantais avec le Brésilien Fabio. Et ben voilà, il a dessiné une petite marelle. Et il joue avec ses filles à la marelle. Ouais, on est toujours un grand enfant, non? Franchement, Avec ton fils aussi? Ah bah non, c'est un fils, il joue pas à la marelle. Il joue à quoi? Lui joue au foot. Ah, il joue au foot, Non, évidemment. évidemment. Il aime le foot à bloc. Bah, écoutez, on va te remercier, Isma. Merci. Merci pour ta venue. Un grand pour Cholet pour cette fin de saison. Ok. Et puis pour toi et pour l'avenir, tu es le bienvenu quand tu veux ici à USB Foot. Pas de problème. Et merci gentil. pour le maillot. Merci, c'est vraiment gentil. Allez, à jeudi prochain. Ciao, ciao.